Sauriez-vous dire ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ou bien, connaissez-vous votre potentiel? Bienvenue sur le podcast Résonance. Tous les mois, parlons développement personnel, spiritualité, émotions, chemin de vie et expérience. Je m'appelle Mathilde Chauveau, je suis sophrologue et consultante en management. J'ai créé ce podcast pour faire résonner votre potentiel en s'inspirant de personnes qui ont réveillé le leur. Et si on explorait des parties insoupçonnées de nous-mêmes? Allez Résonance, fais-nous vibrer. Bonjour Patrick. Bonjour Mathilde. Patrick, tu es danseur, chorégraphe et peintre et nous nous sommes rencontrés en école de sophrologie à l'Académie de sophrologie de Paris. Tu étais mon enseignant. Tu fais des séances en sophro-mouvement, une approche de développement personnel par l'art-thérapie. Tu étais également enseignant en danse contemporaine au Théâtre de l'Olympia à Boulogne, où tu as pu implanter ta compagnie de danse. Et tu es également auteur de nombreuses pièces chorégraphiques et tu as travaillé pour le théâtre et le cinéma. Tu as également travaillé avec Caroline Carlson, qui est une grande chorégraphe américaine et qui a été pour toi une grande source d'inspiration. C'est exact, tout ça est tout à fait juste. Tout cela est rentré dans ma vie comme un appel. Je n'ai jamais cherché les choses d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et en fait, peut-être que les énergies intérieures qui me mettaient en mouvement ont trouvé leur résonance à travers toutes ces rencontres. Et même pour l'académie, on m'a appelé. Enfin, c'est magnifique. Le fait d'être vraiment soi profondément et puis de croire à la vie et de croire à tous les cadeaux que la vie peut donner. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et c'est pour ça, Patrick, aussi que j'ai souhaité t'interviewer dans mes podcasts, parce que je me souviens de la manière que tu as à parler de la vie, avec beaucoup d'observation, de contemplation, également de profondeur. Et ce qui m'a énormément interpellée, c'est le fait que tu ramènes toujours beaucoup de beauté dans chaque chose. Et tu as aussi écrit Le corps dansé, et puis également un autre qui s'appelle La conscience verticale. Alors, le corps dansé, je vais quand même dire quelques petits mots dessus. C'est que pourquoi le corps dansé et accent aigu? Parce que, comme beaucoup de grands sages, je dirais, de personnes, je ne suis pas ça, hein, mais comme beaucoup de personnes qui se sont penchées sur les mouvements intérieurs de la vie, on s'est tous rendu compte en le vivant que le corps, quand il est heureux ou malheureux, quand il exprime des émotions, en fait, il rentre dans une danse. Il est dansé de l'intérieur. Nietzsche dit dans Zarathustra que l'univers danse et il est dansé de l'intérieur, et s'il n'y a pas une danse profonde des choses, ça s'écroule. Et effectivement, c'est pourquoi je l'ai appelé le corps dansé, parce que c'est retrouver à l'intérieur de soi ces mouvements de la vie qui pulsent, qui font qu'on est et puis qu'on traverse toute une vie. C'est vraiment cette pulsation du corps qui est dansé avec l'esprit, et j'ai pu constater à travers mon travail que quand une personne est dépressive, quand elle perd la vie, quand elle est malheureuse, quand elle perd le mouvement de la vie, en fait, elle ne danse plus, elle n'est plus en mouvement intérieur. Tout s'arrête et se suspend. Et le corps dansé, c'est retrouver le corps qui danse de lui-même, à travers le cœur, qui est un rythme, il y a un battement, la vie est un rythme, la vie est une danse. Après, on peut lui donner une forme plus artistique, mais retrouver sa danse intérieure, c'est se remettre à vivre. Alors Patrick, comment as-tu débuté ta carrière de danseur et de chorégraphe? Ah, la grande question. Je l'ai vécu comme un appel. C'était, je n'ai jamais aimé la vie ordinaire, c'est-à-dire vivre pour remplir les choses de la vie ordinaire, c'est important bien sûr, mais depuis l'enfance, il m'a toujours fallu faire rebondir les choses, créer, essayer de sentir au-delà de ce que je voyais. Et puis un jour, ça s'est passé comme ça, j'ai vu le ballet Nijinsky, Clown de Dieu de Maurice Béjart avec George Dunn, et j'ai été complètement foudroyé de voir ce danseur qui criait la vie à travers les émotions, l'amour, la mort, la joie, il y avait tout dans cette danse. Et à partir de là, j'ai senti que mon corps se mettait en mouvement et j'ai pris des cours. Et on m'a dit, oui, mais pour faire un danseur, il faut au moins 10 ans. Un an et demi après, une chorégraphe est passée par là et m'a dit, ouais, je te mets sur scène tout de suite. Et avec même un manque de technique, j'ai tout de suite été sur scène et je me suis mis à danser et tout d'un coup, la vie ordinaire devenait extraordinaire, non ordinaire, c'est-à-dire elle était transcendée. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et dès que je ressentais quelque chose, je me mettais à danser et donc voilà, je me suis laissé appeler. Patrick, tu as plein de potentiel,
La danse, la peinture, la comédie. Alors est-ce que c'est la danse qui est arrivée avant tous ces potentiels ou est-ce que c'est le contraire? C'est tout en même temps. Quand j'étais enfant, je dessinais énormément, je peignais, je faisais des tas de trucs. Et en fait, la danse, par rapport aux autres, je dirais la danse a créé le mouvement du corps, un mouvement beaucoup plus évident. Mais en fait, non, tout est arrivé en même temps. Il fallait que je crée, il fallait que je réinvente, il fallait que je donne, comme je l'ai dit juste avant, à la vie ordinaire quelque chose qui était un élan nouveau, qui réinvente. Et je pense que c'est pas forcément lié rien qu'aux arts. Il nous est donné à tous de toujours réinventer l'ordinaire. Et finalement, je me suis mis à peindre, je me suis mis à écrire, j'aurais aimé chanter, mais je le faisais un petit peu comme ça. Mais tout était en même temps. Mais c'est vrai que la danse, en plus, a créé le mouvement, et le mouvement qui peut être aussi un silence qui dit beaucoup de choses. Donc peut-être plus encore que la peinture, encore que maintenant je peins beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment définis-tu la danse? Laisser le corps et l'esprit se vivre dans le mouvement, les laisser s'exprimer dans l'espace, les laisser dire des choses que peut-être les mots ne diront jamais ou n'oseront jamais dire, transmettre. La danse, c'est aussi transmettre quelque chose de très profond qui appartient à l'humain, donc au-delà de toutes les ethnies, les religions. Je crois que le mouvement, il dit quelque chose de très profond, à la fois sur l'être que l'on est, et à la fois sur l'humanité entière et peut-être sur la vie et ce grand mystère de la vie universelle. Je crois que la danse, c'est le mouvement des choses, c'est la vie. Euh, Vie égale mouvement, mouvement égale vie. Et pour moi, la danse, c'est ça. C'est pas pour bouger, pour se montrer narcissiquement. La danse, pour moi, c'est dire quelque chose de très profond qui va peut-être être partagé avec l'autre. Ce qu'il y a de magique avec la danse, c'est que l'on ne peut jamais avoir les mêmes expressions d'une personne à une autre. Chaque être est unique et donc va vivre une histoire différente, donc les corps ne vont pas retranscrire les mêmes choses. Tout le monde peut raconter une histoire grâce au corps, en fait. Et j'entends souvent des personnes dire je ne sais pas danser, c'est pas fluide, je me sens ridicule. Mais en fait, quand on se connecte à cette intériorité, à nos émotions, à notre essence, le corps, il va prendre une dynamique sans réfléchir. Il va trouver l'énergie qui correspond à cette intériorité. Et il y a une certaine forme d'intimité en danse, parce qu'on va révéler une partie de nous-mêmes assez profonde, dans un certain sens. Alors après, on va pas être tous sensibles au même type de danse, mais je me dis, quand on observe une personne qui danse, et si je l'observais en fait avec un œil artistique, parce que c'est l'univers de l'autre qui s'ouvre à moi. Et quand je fais le lien de la danse avec nos réalités quotidiennes, qui sont pleines de surprises, je pense à cette capacité d'accueil, la réception des événements qui vont s'imprimer sur notre corps, que ce soit positif ou négatif. Et le corps, dans son intelligence, il va vraiment trouver le moyen de le danser d'une manière ou d'une autre. Et ça va s'exprimer. Absolument, absolument. C'est très juste ce que tu dis. Le corps, il sait rentrer dans ses rythmes, il sait danser. Donc quelqu'un qui ne sait pas danser, c'est mentalement, il le pense, et c'est en référence à des modèles, c'est en référence à des choses qu'il faut atteindre, alors que chacun peut danser à sa façon. Moi, j'ai vu lors d'auditions, notamment chez Caroline Carlson, des personnes sans aucune technique, mais qui, fermant les yeux, laissaient le corps bouger tout doucement, et c'était d'une immense sensualité, c'était absolument extraordinaire. Donc effectivement, tout le monde sait danser, il suffit de laisser le corps et puis de lâcher le mental. Toutes les émotions passent par le corps, elles ne sont plus ni négatives ni positives, elles sont ce qu'elles sont et elles disent quelque chose. Après, nous allons dire « Ah, c'est bien, c'est mal ». Non, c'est simplement un être qui s'exprime dans toutes les émotions de la vie et c'est fondamental. Et c'est effectivement quelque chose qui met le danseur à nu, parce qu'en fait, il dit quelque chose qui est dans la profondeur. Ce n'est plus superficiel, c'est la profondeur de son exister. Et ça, c'est magique, oui, c'est fabuleux. Ce que tu dis, c'est regarder le corps différemment, l'expression de l'autre différemment. C'est en fait développer un œil artistique. Oui, tout à fait. Et regarder le corps différemment, c'est important parce que la danse, notamment classique, qui a été quelque chose de très important avec ses codes et qui l'est toujours, bien sûr, a demandé à un corps d'être conforme à des modèles extrêmement établis. Et en fait, on peut voir quelqu'un de très mince, très rond, même très gros danser. Il y a tout d'un coup la vie de la personne qui danse. C'est-à-dire que cette danse n'est plus une danse
que l'on va juger si elle est belle ou pas belle. C'est une danse qui nous dit quelque chose. C'est un langage, un partage. C'est quelque chose de la vie humaine qui sort et qui effectivement est complètement personnel à chacun et qui fait partie de tous nos mystères personnels. Donc c'est effectivement, on atteint la beauté en effaçant tous les codes. Et alors pour toi, Patrick, quelle est ta touche personnelle en danse? On peut résumer un petit peu tout ce qu'on a dit par un mot important, et ça rejoint Caroline Carlson, c'est l'improvisation. C'est-à-dire que moi, bien avant de prendre des cours, dès que j'entendais des musiques ou que je ressentais des choses, mon corps partait dans l'espace, faisait des mouvements. D'ailleurs, même quand je fais mes cours de sophro, on me dit mais tu danses, c'est pas possible. Je suis tout le temps en train de bouger. C'était vraiment laisser faire et offrir. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc ma touche personnelle, elle va être bien sûr influencée par Carlson si on fait une référence, mais c'est l'improvisation. Même à travers toutes les danses que j'ai pu faire, les ballets que j'ai pu monter ou avec qui j'ai pu danser, des chorégraphes qui m'imposaient des pas, ils me disaient toujours « Ah, mais dans les pas que je t'ai imposés, tu fais autre chose. » Et heureusement, on me l'a gardé. C'est vrai que j'improvisais, c'est-à-dire qu'à travers une chorégraphie, je laisse mon corps aller dans ses propres chemins. Et ça, je le fais avec tous les élèves. C'est-à-dire que si je leur impose à tous, à 10 élèves, une même chorégraphie, je les laisse les 10. Bien sûr, il y a les temps, il faut respecter les temps, il faut être ensemble, mais chacun est avec l'autre différemment. Et ce qui fait que ça ne fait plus des objets, ça fait des corps qui vivent une même chose en étant chacun différent. On a 10 élèves qui dansent une même chorégraphie, mais ces 10 élèves ont 10 chorégraphies intérieures. Et en quoi l'improvisation en danse t'a aidé dans ta vie personnelle? Elle m'a permis de casser tous les codes, les interdits. Ça, il faut pas faire, c'est pas sérieux, c'est comme ça qu'il faut. Et l'improvisation, tout d'un coup, j'ai découvert une façon de rentrer dans l'espace, d'apprivoiser l'espace, de jouer avec lui, de le mettre dans le dos, sous les bras, etc. Et effectivement, l'improvisation a créé des chemins dans l'espace. Et quand on crée des chemins dans l'espace, on les crée à l'intérieur en même temps. C'est pourquoi c'est thérapeutique en même temps. C'est que on ouvre l'espace d'une certaine manière parce que l'espace n'est pas vide, et en même temps on ouvre des chemins à l'intérieur de soi. Un geste qui tout d'un coup, oh tiens, ça révèle une sensation que je ne connaissais pas parce que le geste a révélé quelque chose. Et l'improvisation permet ça parce que ça ne peut pas être pensé, c'est instinctif. Donc tout d'un coup il y a des jaillissements parce que le mental n'a pas le temps de décider que c'est bien ou pas bien. C'est un geste qui sort improvisé et donc qui dit quelque chose qui était peut-être un petit peu silencieux, un petit peu enfoui, un petit peu caché. Et c'est vrai que ça peut vraiment être une thérapie personnelle que l'on s'offre à nous. Parfois, quand je raconte ça à des amis, ils rigolent énormément. Mais c'est vrai que chaque soir, quand je rentre chez moi, je me mets à danser. Je peux autant danser des émotions ou autant je peux danser ce qui s'est joué dans ma journée, en fait. Et c'est vraiment libérateur. Ben c'est super, parce que même si on a une colère, on se met à danser ou peut-être on se met à éclater de rire. Ou la colère, on la fait, on répète le mouvement de la colère. Et au bout d'un moment, tu vas te trouver dans une chorégraphie répétitive. Et c'est là que ça va déclencher quelque chose et permettre à ce qui est inconsciemment interdit à s'exprimer par le mouvement, et du coup on ose faire quelque chose et on transcende la chose. On transcende la colère, on transcende la joie, on transcende ce qui nous a embêtés toute la journée. Voilà. Et effectivement, c'est une thérapie au sens noble du terme. Platon, la thérapie pour Platon, c'est le sens, le souffle. C'est le souffle du sens. Et pour moi, c'est ça. C'est pas les malades, c'est le souffle du sens de notre vie. Et la danse est un souffle. Et pour toi, qu'est-ce que la danse peut éveiller chez nous? Qu'est-ce qu'elle peut réveiller? Elle peut réveiller des choses peut-être que le mental n'aura pas le temps de saisir, mais réveiller peut-être l'état de être en tant que verbe. Tout d'un coup, je suis. J'ai le droit de lever les bras, de tourner, de partir dans un rythme, de créer. Regarde, que ce soit des grands matchs de foot, que ce soit des enterrements, que ce soit... Les gens arrivent toujours à trouver un rythme, à dire quelque chose. Donc ça éveille quoi? Peut-être une libération, en tous les cas une transcendance, c'est-à-dire on n'est plus englué
par l'ordinaire des choses et l'éphémère des choses et l'impermanence des choses, tout d'un coup, on fait rebondir. Donc ça réveille en nous une source de vie à l'instant, même au milieu des larmes. Moi, ça m'est arrivé de danser en pleurant. Je ne sais pas si je dansais, mais je répétais des mouvements avec tout le corps et peut-être des mots, etc. Et au bout d'un moment, tout d'un coup, il y a une création qui se fait, quelque chose qui se joue à l'intérieur, qui est une alchimie. Et donc ça réveille en nous quoi? L'authenticité d'être et d'être libre, tout simplement. Et c'est vrai que lorsque l'on aime danser, quand on danse tous les jours, ça devient une pratique régulière, j'ai quand même le sentiment que c'est comme si je me retrouvais dans une bulle et le temps s'arrête, j'ai des frissons sur tout le corps et j'ai l'impression de passer dans un mode de transcendance, transcendance de certains événements de vie qui sont parfois difficiles. Et c'est comme si le temps s'arrêtait. Voilà, je peux exprimer mes émotions en toute liberté. Et c'est exact. C'est un état, effectivement, tu dis le frisson, et c'est une énergie tout d'un coup qui se soulève parce que nous avons des énergies intérieures extraordinaires dans le mouvement. Et on sait que comme je l'ai déjà dit, quand le mouvement s'arrête, c'est la mort. Et quand on remet du mouvement, même au milieu d'une grande émotion, on va soulever des énergies vitales. Là, on rejoint aussi la sophrologie. On réveille des énergies vitales qui vont relancer la vie à l'intérieur de soi. Donc ça fait des frissons. Bien sûr que ça fait des frissons. C'est comme un acte d'amour. Tout d'un coup, on est soulevé par quelque chose que le mental n'arrive plus à saisir, on est dépassé, on remet des choses en mouvement, on se sent vivre, on se sent exister. Je vais même dire, dans ces moments-là, tu as dû le vivre, le temps est suspendu. C'est plus une seconde, c'est plus 3 secondes, c'est quelque chose qui monte comme ça et comme une source, comme une source. Quelquefois, ça finit par un éclat de rire et on ne sait même pas pourquoi. Oui, tout à fait. Et ça vient aussi nous aider sur une dimension profonde, donc on parle de l'être profond. Ça vient aussi toucher l'être humain, donc dans sa confiance en lui, l'estime de soi, et aussi le courage de monter sur scène ou bien de montrer ce que l'on a à présenter en danse aux autres. Et tu parles aussi de l'énergie vitale, donc cette énergie de vie, de créativité qui est en nous et que l'on réveille aussi par la danse. Je trouve que lorsque l'on danse, on peut aussi avoir de nouvelles idées de projets. Voilà, parce que tu ouvres, comme je le disais tout à l'heure, tu ouvres l'espace à la fois extérieur et intérieur. Donc tout d'un coup, la conscience, parce que là on ne parle plus du mental, mais d'une conscience, la conscience s'ouvre à d'autres possibles. C'est pareil pour les gestes. Quelqu'un qui est très enfermé va avoir toujours des gestes répétitifs. On le retrouve chez les autistes, on le retrouve dans certaines personnes qui sont effectivement entravées dans la vie. Et dès qu'on leur fait faire des mouvements, le mouvement va ouvrir une autre conscience. Ah, mais ce mouvement devient une clé. Moi, un jour, je me souviens d'une dame très âgée à qui j'ai fait lever les bras et puis je l'ai faite presque faire le papillon et bouger et rire et tout d'un coup elle s'est mise à pleurer, à hurler. Elle m'a dit mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais ça me donne envie de faire, ça me donne envie de faire tout simplement parce que le geste qui était non ordinaire a ouvert une conscience non ordinaire. Donc vraiment, changer les gestes, dire si on veut vraiment conditionner quelqu'un, on l'empêche d'être libre dans ses gestes et très vite le mental va se coincer. Donc on va faire des gestes nouveaux et la personne va rebondir. Et du coup, ça aide aussi à passer à l'action. Les personnes, par exemple, qui auraient du mal à activer des choses ou à passer à l'action dans leur propre vie, eh bien, la danse vient déclencher ça. Exact, parce que si tu passes à l'action en dansant, entre guillemets, bien sûr, pas en faisant des pas de deux, mais si tu passes à l'action en dansant intérieurement, tu vas trouver des axes, c'est-à-dire que l'autre, par exemple, face à toi, ne va pas pouvoir t'enfermer puisque tu es quelqu'un qui bouge intérieurement. Donc, automatiquement, tu vas faire bouger l'instant et tu vas ouvrir de nouvelles actions, tu vas ouvrir effectivement de nouveaux possibles. Mais c'est très alchimiste, c'est même pas de la magie, c'est l'énergie vitale qui se remet en place et qui nourrit la conscience. Et tout d'un coup, les nouveaux possibles s'ouvrent. Et que penses-tu des stéréotypes en danse qui peuvent encore persister aujourd'hui entre hommes et femmes?
Et oui, il persiste encore que c'est en train de vraiment diminuer. C'est vrai que la danse classique, avec ses immenses performances et puis son dictionnaire extraordinaire, hein, c'est vraiment a un petit peu conditionné l'homme et la femme, en ce sens que l'homme est devenu un petit peu gracieux, ce qui est très très beau, mais en même temps dans des codes extrêmement rigides. La femme, elle, petit à petit, on l'a fait monter sur pointe pour qu'elle soit très éthérée et surtout pas sexuée. Le garçon, c'était pareil. On l'a un petit peu déformé, je dirais, dans sa sensualité. Et comme le dictionnaire classique est un dictionnaire qui est le même à travers le monde, puisqu'il se traduit en français partout, on ne le traduit en aucune langue. La danse contemporaine a un petit peu envoyé en l'air tout ça, parce qu'elle est devenue sensuelle, elle est devenue aussi sexuelle, avec Martha Graham, avec des grands personnages comme ça, qui ont favorisé l'être plutôt que le spectacle et la performance que faisait le classique. Et maintenant, nous avons l'ouverture sur la breakdance, toutes ces danses de rue qui sont devenues un fait social. Donc, autant les garçons que les filles, c'est maintenant des danses qui expriment la colère, la violence, l'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin de se rassembler. Donc, ça perd un petit peu, je dirais, les codes. La danse classique reste un petit peu encore comme ça. Mais voilà, je dirais que dans la danse, il n'y a pas plus de garçons efféminés qu'ailleurs. Si ce n'est peut-être dans l'art, comme tout artiste ne cache rien, dans l'art, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Mais c'est pas du tout vrai. Et c'est bien parce que maintenant, les gens osent. Et voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué dans le foot encore. On peut rire avec ça. Mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai des copains qui y sont, il n'y a pas de problème, mais ils nous disent, ouais, c'est beaucoup plus compliqué parce que si on nous dit quand tu joues bien au foot, on dirait un danseur. Et c'est vrai, si tu regardes des matchs, si tu regardes des grands athlètes au ralenti, ce sont des danseurs. C'est absolument extraordinaire. Ils ont un rythme instinctif. Pour être un grand footballeur, un grand rugbyman, un grand coureur, un grand perchiste, etc., il y a des rythmes intérieurs. Sinon, ils se plantent tous. Donc, ils sont véritablement des danseurs. Mais maintenant, on commence à pouvoir le dire. Voilà, on commence à pouvoir le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je rebondis sur le mot grâce parce que tu en as parlé. Et effectivement, la grâce, c'est la vie, c'est superbe. C'est superbe. Il y a un jour un garçon que j'avais comme ça en danse, très très dans le viril. Hein, il fallait être très viril. Il m'a dit qu'est-ce que c'est beau d'être dans la grâce parce que je sens le féminin en moi et avec mes amis IES, hein, avec les femmes, je suis beaucoup plus tendre. C'est extraordinaire. C'est peut-être ça. C'est peut-être la liberté du corps. Ne crois-tu pas que quand tu vois quelqu'un à qui tu dis exprime la liberté là dans ton corps et ton esprit, tu vas voir, il va faire quelque chose, un mouvement qui va être peut-être un instant, mais qui va être une danse, c'est-à-dire quelque chose qui fait jaillir quelque chose. Peut-être simplement le fait de lever grand un bras vers le ciel, et tout d'un coup, tu vas avoir une unité entre la terre et le ciel, c'est-à-dire que ce bras levé va devenir comme un arbre qui relie les racines et les branches, et tout d'un coup, ça va être je suis libre, je suis. Et effectivement, tous les gens qui dansent, comme je disais tout à l'heure, le temps se suspend et ils existent, on se sent exister. Il n'y a même plus de contraintes, des contraintes quotidiennes, il n'y a même plus de contraintes avec l'autre, etc. Tout d'un coup, on est dans la conscience du vivre, de bouger et d'oser et de faire des choses. Donc la véritable liberté, c'est ça, c'est être soi, c'est s'aimer comme on est, sans narcissisme, c'est s'aimer comme on est, et puis dire ouais je suis et j'aime la vie en moi et je la laisse courir, je la laisse être source, je la laisse trouver son mouvement dans les difficultés, son mouvement quand ça coule bien, etc., etc. Effectivement, on est libre, mais cette liberté est toujours entravée, toujours, toujours. Donc chaque fois qu'elle est entravée, hop, avec l'entrave, on essaie de créer un mouvement avec l'entrave si on ne peut pas le faire sans l'entrave. Donc danser sa vie, c'est être libre, bien sûr. Et être libre, c'est danser sa vie.
J'ai oublié de dire parce qu'en fait, on est libre des repères imposés. Et c'est vrai qu'on nous en colle tellement des repères. Et il en faut pour l'éducation. Mais quand on dit à un enfant, maintenant, tout ce que je viens de te donner, là, il faut pas faire ça, il faut faire ça, parce qu'il faut te construire une citoyenneté, etc., etc. Ben maintenant, pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu vas dans une pièce, dans le jardin, tu mets la musique à fond et tu exploses tout. C'est génial. C'est vraiment intéressant ce que tu dis sur les repères. L'éducation, en fait, tout ce que l'on a reçu depuis tout petit, c'est vrai que lorsque l'on goûte à cette liberté, on ouvre une porte qui n'a jamais été ouverte auparavant. Et là, j'ai vraiment la sensation que tout devient possible et immense. C'est très important ce que tu dis. Ça devient immense pour soi et ça devient immense pour on va dire la personne que tu peux aimer, à qui tu vas permettre de danser. Et tout d'un coup, l'autre nous apparaît transcendé. Oh, ça de toi, tu m'as dit des choses avec ton corps, avec ton sourire, avec ta façon de bouger que les mots ne pouvaient pas dire. Et tout d'un coup, il y a si on prend deux personnes, il y a deux personnes qui tout d'un coup se parlent à travers la danse des corps, et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce qu'on transcende l'ordinaire, je dirais, de la rencontre avec l'autre. Alors, ce serait génial si c'était pour tout le monde. On pourrait danser dans la rue. Les Brésiliens le font. Je sais qu'il y a beaucoup de Brésiliens dans la rue, se mettent à danser. Mais effectivement, c'est ça. C'est la liberté, oser être soi, enlever tous ces codes, ces croyances qu'on nous a collées pour nous faire grandir et pour qu'on soit pas trop malade, je dirais, mentalement. Donc, il y a effectivement des repères qui sont nécessaires. Mais après, se dire pendant un temps, je vais tous les casser pour voir ce qu'ils m'ont apporté et voir à partir d'eux, en les enlevant, vers quoi je peux aller. Donc, c'est effectivement libre des repères imposés, pour soi, pour l'autre, pour tout le monde. Ce qui n'empêche pas qu'après, de manière libre, on revient aux repères imposés. Parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus être dans une anarchie absolue, mais on revient dans les repères, mais tellement plus libre et avec plus de sens. C'est-à-dire que les repères prennent un peu plus de sens. Et s'ils en ont pas, on les balance. Et s'ils en ont, on va les garder et leur donner peut-être une autre forme. Et que penses-tu de la place des artistes dans ce monde? Sans aucune prétention, je pense que, comme disait Bergson, l'artiste a la capacité de pouvoir s'éloigner de la réalité des choses pour aller vers l'irrationnel, qui n'est pas une non-réalité, c'est simplement une autre facette de la réalité, d'aller vers l'irrationnel pour voir la réalité sous un autre angle. Un petit peu, j'ai envie de prendre cette métaphore que j'aime beaucoup. Toute notre vie, on voit une statue sous le même angle. Et puis on dit, elle est belle, elle est pas belle, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis un jour, on change d'angle, on tourne autour et on dit, waouh, sous cet angle, elle me dit tout à fait autre chose. Voilà, c'est l'artiste, il a cette capacité de montrer au-delà de l'apparaître, un petit peu comme le miroir d'Alice. Au pays des merveilles avec Lewis Carroll, cette faculté de voir au-delà du miroir, au-delà des choses. Il y a un coucher de soleil, mais tout d'un coup, ce coucher de soleil, l'artiste va dire, ouais, mais ce coucher de soleil me montre la puissance de la vie, la puissance de l'énergie, la puissance de la lumière. Je vais la prendre, je vais l'avaler, je vais la dessiner, je vais la danser. Alors que si on n'est pas sur l'arc en soi, parce qu'on est tous des créateurs, on est tous des artistes, mais si on n'est pas sur cette facette, on voit un coucher de soleil. Il est beau, il est sur la mer. Sauf qu'il nous dit tout à fait autre chose. Le mystère de la vie, le mystère d'être libre, le mystère de briller. Donc je crois que l'artiste, il a cette façon de voir au-delà des miroirs, au-delà de l'apparaître, et lui donner une forme personnelle. C'est pourquoi on va prendre 10 artistes qui regardent le même paysage, et nous aurons 10 paysages différents, 10 paysages dansés différents, parce que ça va prendre une forme personnelle, mais ça dit quelque chose qui nous unit tous. Donc, Baudelaire disait l'imagination est créatrice, elle ouvre la conscience à d'autres possibles de percevoir, de penser, d'agir, de faire. Donc, soyons tous artistes, c'est-à-dire dès que quelque chose ordinaire nous emprisonne, qu'est-ce que je peux en faire pour créer? On me donne un boulon, une ficelle. Oh ben là, c'est triste. Mais non, qu'est-ce que je vais en faire pour transcender le boulon et la ficelle? Et là, on devient artiste. C'est-à-dire, on transcende l'ordinaire des choses. Et lorsque tu fais tes séances en sophro-mouvement, quelle serait la séance qui t'a le plus marqué? Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais la séance où tu as pu créer un mouvement chez la personne ou amener de la vie, quelque chose qui est marquant pour toi.
Alors, bien sûr, j'ai plusieurs exemples, mais je vais en prendre un parce qu'il me touche tendrement, je dirais. Euh, un jeune garçon notamment, j'en ai eu plusieurs, je dirais après. Un jeune garçon notamment qui était donc handicapé moteur, hein, pas du tout au niveau mental et intellectuel, mais le corps qui, dès qu'il s'exprime, il part dans tous les sens. Les mains se tournent, voilà, la mâchoire se tord, la colonne vertébrale aussi s'incline, etc., etc. Quand ces personnes-là marchent, ça part un petit peu dans tous les sens, les pieds partent à droite, à gauche, etc. Et cette personne, je l'ai fait mettre debout, et j'en ai eu quelques-unes comme ça. Et puis, je tapais des rythmes comme ça en chantant, et puis je lui ai demandé de chanter, voilà, de petite voix comme ça. Et puis le corps, tout doucement, est rentré dans un rythme. Et tout, pour faire court, tout le corps s'est harmonisé, les pieds, les bras et tout est rentré dans un même mouvement comme ça. Et il y a eu un grand éclat de rire de cette personne. Et ça m'a tellement ému que j'ai dit, ouais, il a touché le mouvement vital, quel que soit le handicap de son corps, parce que c'est un handicap à vie, et quel que soit ce handicap, il a donné une forme, et après il m'a dit, mais j'étais plus prisonnier de ma marche, de mes gestes, si j'attrape un stylo, il fiche le camp, etc. Je n'étais plus prisonnier de ça, j'étais en train de vivre et de pulser la vie. Voilà, ça m'a touché. Et le deuxième exemple, j'ai travaillé avec des jeunes trisomiques et c'est pareil. Dès qu'ils dansaient, c'était des éclats de rire incroyables. Comme je leur disais, vous improvisez même, parce que même la chorégraphie que je vous ai donnée, vous arrivez à la changer. Oui, mais je la change, ils me disaient avec leur voix un peu déformée, je la change parce que ça me fait du bien. J'ai dit, ça y est, c'est génial, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'aimerais que toutes les séances sophro, aussi simples soient-elles, quand on met la personne debout, la faire danser. Comment vous sentez vos pieds, votre bassin, la respiration. Est-ce que vous pouvez donner un mouvement à cette respiration, un mouvement dans tout le corps? Peut-être au bout du doigt, le mouvement va venir. Peut-être le mouvement va venir comme un murmure, une petite chanson. Est-ce que vous pouvez? Et moi, je fais souvent des séances comme ça. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et tu leur donnes vraiment l'occasion de pouvoir s'exprimer, cette liberté en fait. Oui, oui, le droit de s'exprimer comme c'est, pas comme il aurait fallu, comme ce serait beau, comme ce serait bien. Rien n'est laid, rien n'est beau, c'est. Et ça dit quelque chose. C'est tout. Ça dit quelque chose. Et ça dit quelque chose de la vie profonde. Ça dit quelque chose de l'humanité profonde. Quand on commence à toucher cette liberté, c'est vrai que ça peut venir changer beaucoup de choses dans notre vie, notre environnement, nos relations, nos choix également. Et au début, ça peut être assez perturbant, mais en fin de compte, on se rend compte que c'est toujours pour du positif par la suite. Voilà, ça peut être perturbant, c'est normal, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des repères de base que l'on nous a imposés, mais ils sont importants parce il faut aussi qu'on se cadre comme un escalier. Si on veut aller vers la lumière, il faut bien monter une marche après l'autre. On ne peut pas y aller en se jetant sur les marches n'importe comment. Donc, il va falloir simplement monter l'escalier, mais peut-être à notre façon, pas comme on nous l'a appris, peut-être en dérivant un petit peu vers la droite, en dérivant vers la gauche, ou en sautant en arrière, ou en sautant en avant. Bon, ce sont des métaphores que j'utilise. Mais effectivement, on doit recadrer après. Mais on peut se déstabiliser. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être déstabilisé par les choses de la vie, et tout de suite me dire, mets du mouvement dedans. De toute façon, rien n'est figé dans la réalité de la vie. Tout est mouvement. Si toi, tu mets pas du mouvement dans cette chose qui arrive et qui t'est désagréable, si tu mets pas du mouvement, tu vas la figer alors qu'elle, elle continue à bouger. Donc bouge avec, en t'en servant, en la mangeant, en t'en nourrissant, en essayant de trouver du sens. C'est pas toujours simple, mais c'est la seule issue. Bouger avec la vie. Patrick, j'ai vraiment été touchée de partager ce podcast avec toi et de pouvoir aussi le diffuser pour avoir cette touche de sensibilité, de passion, d'avoir envie de révéler quelque chose chez soi. Et je trouve que ta manière d'en parler, elle est extraordinaire. Donc je te remercie énormément pour ce temps. Ce que je retiens et ce qui résonne en moi, c'est que ce podcast lie l'activité artistique de la danse à une philosophie de vie.
Patrick et moi utilisons comme métaphore la danse pour parler de notre manière d'aborder la vie. Ce qui est également mis en lumière, c'est l'importance de notre flamme intérieure, qui peut danser à l'intérieur de nous. Lorsqu'elle est éveillée en nous, les expériences de la vie s'activent en lien avec nos désirs profonds. Cette danse correspond pour moi à 3 choses, comme par exemple notre énergie investie dans les domaines qui nous font vibrer, notre regard sur la vie avec notre capacité d'espoir et de confiance, notre capacité à se connecter à l'instant présent et à l'infini. Le corps est constamment dans un rythme et une danse, par ce qu'il vit. Danser sa vie, c'est retrouver en soi les mouvements de la vie, c'est exprimer ce qui se joue dans nos vies et ce qui se vit en nous. C'est donner du mouvement à l'ordinaire et saisir l'opportunité de le réinventer. C'est oser être soi et être libre. C'est être authentique avec soi-même. Et c'est aussi élever notre être à sa spiritualité profonde. Tout le monde danse sa vie à son rythme. Observer quelqu'un qui danse, qui donne du mouvement dans sa vie, c'est l'expression de son être profond. On soulève des énergies vitales, de créativité, qui remettent de la vie en nous, sans que le mental puisse les saisir ou les juger. Et vous, qu'est-ce qui résonne en vous ? C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous. There will always be a place for you.